Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau podcast de la chaîne Token Talkers. Aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur de recevoir Brice Fogliami, qui est le président du fonds Cocorico. Pardon. Euh, Franchement, Brice, on est trop content de t'avoir parce qu'on sait que tu fais énormément de choses pour l'écosystème. Tu travailles sur le financement de formation grâce à la tokenisation. C'est quand même quelque chose qui est une révolution. On est trop content de t'avoir justement pour parler de ça. On sait aussi que tu es débordé, donc tu prends du temps pour nous recevoir. Enfin, tu prends du temps pour venir sur le podcast, donc on est super content. Merci pour ça. Est-ce que déjà, dans un premier temps, comment tu vas? Très bien, merci. Merci, ça va très bien. Et toi? Je suis en pleine forme, vraiment, vraiment content de déchirer ce podcast avec toi parce que je sais que tu as beaucoup, beaucoup de sujets, tu as plein de choses à nous raconter, donc vraiment impatient de t'écouter. Déjà, avant de commencer, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ton parcours et qu'est-ce qui t'a conduit à fonder justement le fonds Cocorico et comment tu t'es intéressé à l'écosystème du Web3? Tout d'abord, merci de me recevoir. Et je sais que toi aussi, tu es débordé, donc c'est très gentil de ta part et merci de me recevoir en plein mois d'août. On est tous un peu tiraillés de tous les côtés. Moi, mon parcours, il est assez simple. Je suis entrepreneur depuis l'âge de 18 ans dans un domaine qui n'a absolument rien à voir dans le CHR. J'ai eu un bar à l'âge de 18 ans, mon premier établissement. Ensuite, j'ai pas mal travaillé dans l'événementiel. Puis je me suis reconverti quand j'ai quitté mon dernier bar en 2012 pour monter une start-up pour porter un projet dans le crowdfunding. Puis malheureusement, Ah, ça n'a pas pu aboutir. Ça a pas pu aboutir. Donc du coup, je suis reparti sur un autre projet qui était de gérer des sites web pour des gens dans l'événementiel, dans le CHR, gérer la présence web de petits établissements dans le sud-est de la France, principalement. Et ce qui m'a amené vers l'écosystème, c'est en 2020, un peu comme tout le monde, où je me suis posé des questions, que je me suis un peu remis en question, parce que ça faisait quand même 8 ans que je bossais en solo sur la gestion de site et la présence web avec ma petite société. Je pensais à me reconvertir et puis à passer à autre chose. Et puis c'est un petit peu grâce à mon frère que je suis arrivé dans le milieu des cryptos parce qu'il m'en parlait. Et puis moi j'ai passé une partie du confinement avec lui puisqu'il était à l'étranger et j'ai eu l'occasion de pouvoir le rejoindre. Et je me suis intéressé à la crypto, puis j'ai voulu me former, donc j'ai fait des recherches et j'en suis arrivé à m'intéresser à tout cet écosystème pour pouvoir en me disant que ça m'intéressait et que ça me permettait de faire une transition du Web 2 au Web 3. Donc c'est un peu comme ça que je me suis intéressé à la crypto et au domaine de la blockchain. Domaine de la blockchain que j'avais déjà vu aussi parce que dans ce projet de financement participatif que j'avais en 2010-2012, on commençait déjà à parler d'intégrer la blockchain dans les contrats de financement participatif pour certains modes de financement participatif. Et du coup, j'avais déjà plus ou moins touché du doigt la blockchain, mais c'était pas mon principal intérêt quand j'avais ce projet en 2012. ok. Je peux dire que je le regrette aussi, parce que si je m'étais intéressé à cette époque-là, Ouais. sur les conseils de mon frère, comme beaucoup l'ont fait à ce moment-là, certainement que je me serais intéressé au Bitcoin plus tôt. Comme Euh, investisseur un peu plus tôt. Ouais. ouais, voilà. Ouais, Il n'est j'aurais jamais pu. trop tard à ce qui paraît, donc. Oui, oui, c'est clair qu'il n'est jamais trop tard, c'est certain. Ok, bah super intéressant, bravo et félicitations pour ton parcours. On voit vraiment que tu as vraiment bien travaillé cet écosystème et j'imagine qu'en t'intéressant au Web3, tu t'es dit, bah effectivement, il y a un manque et il y a un gros manque dans le domaine de la formation, de l'éducation, de la montée en compétences des personnes dans cet écosystème. J'imagine que c'est ça. Est-ce que c'est justement la vision que tu as derrière Cocorico? Est-ce que c'est l'une des missions ou est-ce que potentiellement il y a plusieurs missions principales chez Cocorico pour justement ton organisation? La mission principale, la vision, c'est de guider et booster un peu la révolution numérique en France. On veut aider les gens à maîtriser des technologies de pointe comme la blockchain, l'intelligence artificielle, pardon, les données, l'IT en général. On se voit un peu comme des propulseurs du changement techno et en soutenant la formation principalement, parce que c'est quand même le but principal du fonds Cocorico, euh, et de créer aussi un vivier de talent de façon à pouvoir
soutenir et apporter notre contribution au développement futur et aux technologies de demain et d'aujourd'hui, même d'aujourd'hui, parce que c'est en constant mouvement. Donc, on a quand même, on commence quand même à intégrer de plus en plus la blockchain et l'IA dans tous les secteurs. Donc, on veut soutenir les gens qui souhaitent se former ou se changer de carrière et se diriger vers l'émergence des nouvelles technologies. Ah, c'est super intéressant. Et est-ce que toi, justement, quand tu as voulu te former et apprendre sur l'écosystème du Web3, est-ce que tu as trouvé justement des formations qui étaient intéressantes à ce moment-là? Ou est-ce que, par exemple, tu en as fait énormément grâce à ton frère? Comment toi, tu t'es situé par rapport à ça? Est-ce que tu as trouvé qu'il y avait un manque? Alors, manque, non. Moi, j'ai découvert par le biais en faisant des recherches Google Ouais, sur ok. LinkedIn, j'ai découvert les formations principalement chez Alira. Et en fait, pour Cool. répondre à la question que tu me posais tout à l'heure, c'était ce qui m'a amené à créer ce fonds et qui a lancé ma démarche, c'est que on était j'ai rencontré des problèmes pour financer mon parcours de formation et c'est pour ça que j'ai pas fait mon consultant blockchain chez Alira parce qu'avec avec les financements classiques, ça passait pas et malheureusement, j'avais pas les moyens de financer à cet instant-là le parcours de formation. Donc du coup, Génial. je me suis dit que Qu'il y avait une solution à trouver. essayer d'apporter une solution et puis d'essayer de faire quelque chose pour soutenir justement le développement de ces parcours de formation pour des gens qui pouvaient rencontrer le même problème que moi. Parce que Ouais, j'imagine. hormis financer avec des données personnelles, en gros, je pense qu'il doit y avoir 20% des gens qui arrivent à se faire financer par OPCO ou autre chose. Ouais, il y a potentiellement éventuellement du CPF, des choses comme ça, effectivement, mais c'est vrai que c'est pas pratiqué pour tout le monde et il n'y a pas tout le monde qui est éligible au CPF, il n'y a pas tout le monde qui a de l'argent sur le CPF, donc c'est pas facile et c'est super, du coup, c'est super smart ce que tu as décidé. Donc, toi, tu veux faire vraiment du financement de formation grâce à la tokenisation. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur cette partie-là? En fait, le financement par la tokenisation va venir en acte 2 parce on a quand même réfléchi avec l'équipe que j'ai constituée autour de ce projet. On a quand même réfléchi au lancement d'un token qui porterait le nom de Cocorico, hein, pour rester original. Et on Trop s'est bien. rendu compte que pour le lancement, il fallait qu'on ait quand même une communauté qui soit un petit peu plus étoffée que celle qu'on a actuellement et qu'il fallait que c'était un sujet à travailler, mais en plus avec les nouvelles législations qui viennent avec l'adoption de MiCA et les nouvelles réglementations qui sont en train de se transformer, là on est juste sur le fil, donc c'est un petit peu compliqué de lancer un token pour le faire en respectant la réglementation française, puisque nous on est situé en Mhm. France, on est situé en France et on s'adresse principalement à un public français. Donc du coup, pour l'instant, on va passer par, on a voulu avoir un mode de financement hybride qui soit par la monnaie fiat ou par les tokens, la crypto, on va le dire, ou les NFT. Mais dans un premier temps, on s'adresse plutôt au mécénat classique par les financements en monnaie fiat. Ok, ok, super intéressant. Ah, ce qui est smart dans ce que tu dis, c'est que tu te dis, ok, il y a la tokenisation qui est une possibilité, mais ça va pas être le 100% de notre activité. Vous avez la possibilité de financer en fiat et d'autres choses. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très, très, ouais, bah, très important. Et quel style de formation tu vas vouloir mettre ou quel style de formation tu vas pouvoir financer avec Cocorico? Là, on s'adresse typiquement à des gens qui sont au départ de leur parcours de formation, qui rencontrent soit des lenteurs parce que le traitement des demandes d'abondement pour les formations est un peu long. Pour le CPF, ça fonctionne assez rapidement parce que il y a une automatisation qui est assez importante, donc c'est pas très compliqué. Mais j'avoue que pour les OPCO, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais il doit y avoir une espèce de navette qui se fait entre l'entreprise, l'OPCO et le et l'apprenant. Et nous, on a la volonté de fonctionner un peu plus rapidement, d'être dédié
qu'à ça. Donc, c'est quelque chose qui va déjà avoir un fonctionnement beaucoup plus rapide. Nous, on a signé déjà des partenariats avec BBS, Blockchain Business School, avec Acadie et avec RubyChain, pardon. Cool. On est en discussion avec Alira pour le moment et on voulait faire le lancement du fonds parce que pour le moment, on est encore dans la finalisation du lancement. Donc, ça a pris un peu de retard parce que les partenariats et la mise en place de certaines choses ont été un peu plus longues que prévu. On va lancer officiellement le fonds vers la mi-septembre, je pense. Trop bien. Donc, au moment où le podcast va sortir, quoi. Donc, trop bien. Ça va faire une bonne pub. Si par exemple, je veux être client de Cocorico, comment ça se passe? Alors, on va avoir plusieurs modes d'inscription. Principalement, c'est des gens. Dans un premier temps, on va s'adresser aux gens aux apprenants qui se sont tournés vers les écoles et qui rencontrent des problèmes pour financer ou cofinancer leur parcours de formation. Donc, c'est un petit peu des échanges avec nos partenaires qui vont permettre aussi de faire nos premiers clients, on va dire. Nous, on va communiquer de nos côtés sur tous nos supports, sur les réseaux sociaux, faire des podcasts, des interviews, des échanges avec d'autres tels que toi, Token Stalker. Le lancement, je crois qu'il est vraiment prévu on n'a pas vraiment de date arrêtée, mais pour la mi-septembre. Bon, moi, j'aurais voulu qu'on puisse abonder des formations à partir de la rentrée du mois de septembre, mais ça va être un peu trop court. On espère, en fait, là, on est en train de demander un changement de statut pour être reconnu fondation reconnue d'utilité publique, et ça demande un petit peu de temps parce que c'est traité par le ministère de l'Intérieur. Et c'est un petit peu long, donc on a fait la demande vers le 14 juillet. Et bon, comme pour la création du fonds, on a eu un délai de réponse de 2 à 3 mois, donc on espère avoir une réponse avant le 15 octobre. Et changer de statut j'ai changé de statut pour que le fonds devienne une fondation et soit reconnu d'utilité publique, puisque la démarche est quand même d'intérêt public, dans le sens où on veut cofinancer et aider les gens à financer leur formation dans l'esprit où tout le monde n'a pas forcément les moyens de se payer sur ses propres deniers une formation dans ces écoles. Donc, ouais, c'est clair, c'est clair. Et imaginons donc, moi, je veux aller dans une des écoles et j'ai pas les fonds nécessaires pour pouvoir justement acheter une formation. Donc, je fais appel à Cocorico. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous allez me prêter de l'argent, vous allez me payer la formation. Ça va être une donation sur laquelle je dois rembourser une partie ou pas? Comment ça va se passer? Alors ça, c'est une très bonne question. Alors justement, nous, on a pris le parti de ne pas financer au-dessus de ne pas intervenir à plus de 50% de la formation parce qu'on veut que les apprenants restent responsabilisés. Donc on a à peu près un champ d'intervention qui se situe entre de 10 à 50% de prise en charge de la formation. Qui seront faites en abondement et en fait c'est un espèce de don qu'on va faire. L'idée, c'est plus de dire que on n'intervient pas plus de 50% parce qu'on veut que les apprenants restent responsabilisés et financer à 100%, ça attirerait peut-être des gens qui n'ont pas qui savent pas quoi faire. Ouais, voilà, qui savent pas le faire et puis qui se disent bon bah tiens, ça me coûte rien, je vais faire ça, et puis au bout de 15 jours ils abandonnent. Ils sont un peu perdus et il faut quand même avoir une motivation certaine. Donc pour rebondir sur ta question, il faudra s'inscrire sur notre site. On va mettre en place une membership card, une carte de membre comme adhérent du fonds ou de la fondation, selon le terme qu'on emploiera en fonction de la réponse qu'on obtiendra. Et donc, ce sera une carte de membre qui sera faite par le biais d'un NFT qu'on va mettre en place et lancer. On aura un NFT dédié pour chaque école. Donc ça, ce sera une carte d'adhérent qui permettra d'obtenir et de prouver qu'il y a une adhésion qui a été faite. Si tu veux, en fait,
on demande une contrepartie qui est une adhésion par la voie classique, par le biais d'Helloasso, et l'achat d'un NFT ça représente un engagement de 100 €, je crois, pour un apprenant, qui permettra de dire aussi qu'il adhère à la fondation et à la démarche, et que nous, en contrepartie, on va le soutenir. On va le soutenir dans son parcours de formation. Alors, c'est cool ça. Je rebondis sur le deuxième partie de ta question. Il y a pas vraiment nous, on n'a aucune contrepartie. On a juste un engagement, une espèce d'engagement moral qui fait que, on veut donner un espèce d'engagement moral à l'apprenant qui, en contrepartie de notre aide, va aussi peut-être venir, pourquoi pas faire un stage chez nous, apporter ses compétences, développer des projets ou peut-être créer un projet qu'on pourra soutenir dans un deuxième temps, parce que c'est aussi une des choses que le Fonds Cocorico veut faire, soutenir les startups un peu dans leur démarrage, mais on y viendra un peu plus tard dans le podcast, si tu veux. C'est génial. Et non, il n'y a pas vraiment d'obligation pour le moment, mais ça peut évoluer. Le sujet peut évoluer, on y réfléchit sérieusement. Et les critères d'adoption, imagine, moi je veux venir, je sais que je peux payer la totalité, mais je me dis je veux payer que la moitié. Est-ce que vous allez accepter mon dossier? Est-ce que c'est que des personnes qui sortent d'étudiants, qui ont le RSA ou qui sont en difficulté financière et qui peuvent le prouver, qui vont pouvoir être financés par le don? Est-ce que déjà tu as une stratégie par rapport à ça? On s'adresse un peu à toutes les personnes. Après, oui, c'est vrai que c'est vrai qu'on va donner la préférence à des gens qui n'ont pas les moyens de se financer, mais on ne veut pas être trop intrusif non plus sur c'est un peu sur la bonne foi et l'échange qu'on va avoir avec les personnes. Il y a aussi quand même une démarche de l'apprenant qui est de venir vers nous et nous faire une espèce de lettre de motivation pour nous montrer son engagement et sa volonté de se former dans ce domaine-là, et d'apporter quelque chose, d'avoir une envie réelle de passer dans le Web3 et de découvrir cet écosystème, ou de peaufiner ses compétences en fait dans le développement et l'acceptation de la blockchain en France, et contribuer aussi à ce que il apporte sa pierre à l'édifice. Si tu veux, on va quand même avoir un peu un échange assez rapide avec les apprenants, mais c'est pour ça que dans un premier temps, on préfère s'adresser à des gens qui passent par le biais de l'école et qui reviennent vers nous pour nous demander une aide et un cofinancement, parce qu'il y a quand même une démarche qui a été faite en amont par l'apprenant vers nos partenaires et vers les écoles. Donc ça prouve déjà la volonté de s'engager dans cette démarche-là. En gros, tu vas être un mode de paiement supplémentaire pour ces écoles-là. Donc, si je comprends bien, tu vas avoir deux clients. Les clients qui vont qui vont vouloir acheter une formation, mais qui ne peuvent pas se financer. Mais du coup, tes deuxièmes clients, c'est toutes les écoles. Mais tu as aussi un troisième client qui va être toutes les personnes qui vont t'aider à te financer. Donc, les subventions, tout ça, c'est ça. C'est vraiment les trois cibles que tu cherches. Voilà, alors là, en fait, le troisième client, si on peut les appeler comme ça, parce que c'est vrai que le thème client est un peu galvaudé par rapport à notre démarche, parce que nous, on n'est pas une start-up, on n'a pas une vision commerciale du sujet, mais on peut trouver des similarités dans la façon de commercialiser la chose. Nous, on va faire plutôt un appel à la générosité publique dans le sens où c'est un peu notre mode de financement. C'est un peu pour ça aussi qu'on souhaite passer du statut de fonds de dotation à fondation, et de préférence reconnue d'utilité publique, parce que ça nous aidera à accéder à des mécènes beaucoup plus importants que ceux qu'on entrevoyait de cibler dans la première démarche. Et c'est un peu la démarche de base et la démarche classique de recherche de fonds, de recherche de mécènes. Ça va être très intéressant. Donc, en fait, si je suis un fonds, une grosse startup dans le Web3, et que je souhaite financer, ou plutôt faire des dons
à Cocorico, c'est quelque chose que je pourrais faire et Cocorico va utiliser ce don pour pouvoir financer des personnes qui vont arriver après dans l'écosystème. Exactement. Ouais, c'est super cool. Exactement. Très smart. Très, très smart. Et Merci. quels sont vos objectifs par rapport à ça? Est-ce que vous avez déjà des mécènes qui vous ont dit, OK, je suis chaud pour vous suivre? Quelle va être votre démarche? Est-ce que j'imagine que ça va être croissant, donc tous les ans, il va falloir trouver des nouveaux mécènes. C'est une démarche très intéressante. Et est-ce qu'il y a beaucoup de mécènes dans le Web3, justement? Alors, dans le Web3, je crois pas que. En fait, je pense qu'on est un des premiers, sans vouloir me jeter des fleurs, hein, après avoir échangé avec pas mal de gens, on est le premier fonds de dotation qui se dédie un peu à la formation dans le Ouais, Web3 génial. et Génial. dans tout ce qui est IA et, et IT en général. Bon, je pense qu'on ne restera pas les seuls parce que la démarche est quand même un peu originale et Mm. un petit peu, un petit peu innovante, on va dire, par rapport à ce qui se fait classiquement. Euh, je ne sais pas s'il y a beaucoup de mécènes qui sont orientés Web3, mais on voit qu'il y a beaucoup de grosses structures qui sont des mécènes permanents et Ouais, comme les banques, les assurances, etc. Ouais. voilà, ouais, des très grosses entreprises qui soutiennent le mécénat en France euh, enfin, en permanence. Et nous, on veut s'adresser à eux en ayant une démarche et un discours assez simple qui est de dire que, justement, en faisant en étant nos mécènes, ils vont aussi avoir, alors ça répondra peut-être à la question que tu posais tout à l'heure, c'est que l'engagement, c'est aussi de dire que les apprenants qui vont être financés en remerciement aussi seront intégrés dans un fichier, dans une base de données que nous, on va créer, ce que nous on appelle le vivier de talent sur nos documentations. En fait, ça va créer un petit peu un cercle vertueux. On va mettre en relation des mécènes, les mécènes qui auront aidé à cofinancer les formations, ils sauront qu'ils pourront s'adresser à nous si demain ils ont un projet d'intégration de blockchain dans leur société ou dans leur projet. Et ils sauront que en ayant contribué à des formations, on a aidé à former des talents et peut-être leurs futurs employés et leur adresser des gens qui sont formés au Web3 et à l'IA principalement et qui pourront leur apporter leurs compétences dans leur nouveau projet. Ah, C'est c'est un peu, génial. c'est un peu comme ça qu'on dessine l'espèce de cercle vertueux qui permet de dire aux mécènes, c'est pas des contributions à fond perdu en fait qu'ils font. Il y a quand même un retour par le biais d'une compétence et de gens qui vont être compétents pour des projets qu'ils ont les projets de demain en fait. Ouais, c'est clair. Et j'imagine que les mécènes, ils vont avoir des avantages fiscaux, notamment des réductions, non? Comment ça se passe par rapport à ça? Alors effectivement, il y a une loi en France qui favorise le mécénat pour les entreprises, qui s'appelle Trop la cool. loi Aliagon principalement, et qui permet aux entreprises de défiscaliser jusqu'à 60% de leurs dons, Sur leurs dons. euh, que ce soit de dons en matériel, dons en monnaie fiat ou dons en compétences, parce qu'on peut faire aussi du don en compétences. Et l'idée, c'est que, alors, les détails, on les donnera, on fera une plaquette spécialement réservée aux mécènes, mais enfin, ceux qui sont déjà rompus à l'exercice du mécénat connaissent un peu le mode de fonctionnement. Mais en gros, ils ont le droit de déduire jusqu'à, je crois, de tête, alors je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est 0,5% de leur chiffre d'affaires maximum. Et ils peuvent déduire 60% de leurs dons, c'est reportable sur 5 ans. Et Trop bien. il y a des avantages fiscaux qui sont vraiment très importants. Et pour des sociétés qui ont des gros chiffres d'affaires, ça peut être aussi une des raisons pour lesquelles ils vont soutenir notre démarche et dans un premier temps, et puis de dire que en fait, ils forment leurs employés de demain. Ouais, ouais. Ouais, je comprends bien. Franchement, c'est formidable comme sujet parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de besoins et tu touches trois cibles, hein, comme on le disait, mais aussi bien les personnes qui veulent se former, les écoles de formation et les personnes qui veulent voilà, faire du mécénat et du don dans l'écosystème Web3.
ou même dans l'écosystème de la formation, parce que tu es Web3, mais c'est surtout de la formation avant tout. Donc vraiment, bravo à ça. Quelle est pour toi l'importance justement de la formation dans ces technologies qui sont émergentes? Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que c'est quelque chose qui doit se faire? Est-ce que c'est quelque chose qui doit encore se développer? Est-ce que notamment, bah, tu vois, la blockchain et l'IA, c'est des sujets qui intéressent aussi, on va dire, au plus haut sommet de l'État? Est-ce que tu as des échos par rapport à ça? Alors, des échos du plus haut, au plus haut sommet de l'État, pardon. Non, malheureusement, j'ai pas la chance de Ouais, pouvoir avoir une oreille de ce côté-là. Mais je sais que, enfin, je vois par l'analyse et moi, je me suis fait des veilles techniques sur pas mal de sujets. On voit que par rapport, il y a une évolution qui se fait assez rapidement quand même en France et partout dans le monde, hein, sur le sujet, qui est de dire que au début, on ne voulait pas en entendre parler, on considérait que la blockchain et ouais, donc principalement la crypto, parce que on a vu certains sujets tendancieux qui malheureusement donnent une mauvaise image à tout cet écosystème, euh, faire la une des journaux ou des blogs. Euh, le, le, oui, je pense que au plus haut sommet de l'État, on doit bien se rendre compte, comme nous tous au quotidien, que tout ce qui est IA et tout ce qui est blockchain aujourd'hui va être incorporé dans nos vies, qu'on le veuille ou non, c'est quelque chose qui va nous accompagner à un moment grave. ou à un autre. Donc moi j'estime que oui, on a besoin de se former parce que c'est un sujet qui demande beaucoup de compétences et une lecture assez large du spectre de compétences, que ce soit technique ou général dans le consulting pour justement aider les entreprises qui veulent intégrer la blockchain à leur mode de fonctionnement. Il y a besoin de gens, de former des gens et assez rapidement. Et on le voit, hein, on le voit. Moi, je sais que je vais prendre un exemple tout bête, mais tu as une idée, tu développes ton projet, le temps de former une équipe, de développer, de faire un PowerPoint et compagnie, ça te prend 15 jours, un mois, selon les compétences et selon les personnes au, au, avec lesquelles tu t'es entouré. Et tu n'as pas le temps de déposer un nom de domaine qu'il y a quelqu'un qui va déposer à l'autre bout du monde, qui aura déposé un Entre-temps, projet ouais. qui est sensiblement le même que le tien. Donc, ça va très vite et il vaut mieux avoir des gens qui sont formés qualitativement plutôt qu'à attendre comme on a tendance à le faire en France et puis se rendre compte que on a laissé passer le train encore une fois, quoi. C'est clair. Donc Ah, je comprends bien. c'est pour ça que je pense que là aujourd'hui on est dans le, enfin on peut pas dire qu'on est dans le démarrage parce que tout ce qui est blockchain, comme je le disais en début de podcast, moi la blockchain j'en ai entendu parler en 2011, 2012 quand je travaillais sur mon projet de financement participatif et on parlait déjà d'intégrer la blockchain au contrat de financement participatif. Donc ça fait quand même 12 ans maintenant, même plus que ça, parce que si on prend la genèse du Bitcoin, je crois que c'est 2009, si je dis pas de bêtises. Ouais. Reprends-moi, corrige-moi si je me trompe, hein, mais il me semble que c'est 2009-2010. Donc euh, c'est quelque chose qui est déjà là depuis un petit moment et aujourd'hui, on en entend parler tous les jours quand on s'intéresse un peu à la chose. Et l'intelligence artificielle, c'est pareil. Elle s'intègre de plus en plus à tous les sites internet qu'on peut voir, à toutes les démarches qu'on veut entreprendre. Donc, il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas. Trop bien, trop bien. J'avais une question par rapport au Cocorico, donc le NFT que vous allez sortir. Est-ce que tu Oui. peux nous en dire un petit peu plus par rapport à ça? J'imagine que il va y avoir la possibilité donc d'acheter des NFT. Les NFT vont potentiellement avoir, est-ce qu'ils vont être liés à une image? Est-ce qu'ils vont être liés à quelque chose? Est-ce que quand on achète un NFT, est-ce que on a juste le code ou vraiment on a aussi quelque chose? Parce que je sais que les gens font aussi des collections de NFT avec voilà, des images, des vidéos, des choses comme ça. Donc, est-ce que c'est lié à ce genre de choses? Est-ce que c'est un NFT en gros de financement et de dons? Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on a en échange de notre don et ce NFT? Et la dernière chose, où c'est qu'on va pouvoir l'acheter? Alors, pour le moment, on va se limiter à créer une carte de membre qui va être une marque
d'adhésion à notre démarche et au fonds de dotation. Ok. Alors, ça va se faire sur une plateforme. Pour l'instant, moi, j'ai choisi la façon la plus simple de le faire, c'était de dire on va passer par un créateur, qui utilise. Excuse-moi, tu peux couper, je me suis perdu là dans. Je me suis perdu dans la. Pour le monde, pas de Ouais, souci. je cherchais le J'ai mot. j'ai mis une pause Euh, pour le monteur. Pas de souci. ok. Je sais plus comment ça s'appelle. Attends, il faut juste que je cherche sur Internet parce que je me rappelle pas du nom. Il y a un terme précis pour ça. Je ne sais plus. Ça va, je suis pas trop long dans mes réponses. Non, franchement, c'est top. C'est top. Après, on voit que c'est un sujet qui est pas facile à aborder, hein. Faut toujours être délicat, la formation et tout. Donc, non, franchement, tu t'en sors super bien. Oui, voilà, bah c'est surtout c'est là où j'avais peur de me répéter un peu, euh, parce qu'on tourne un peu en rond autour du sujet du financement, du cofinancement et de autre chose. Excuse-moi, je cherche ça. Ouais, c'est un token creator en fait, mais bon, j'aime pas trop le terme. J'aime pas trop ce terme de token creator. Bon, c'est pas grave, on va faire comme ça. C'est bon, on peut repartir. Tu veux que je redémarre l'enregistrement? Est-ce que tu veux que je repose la question? Comment tu veux faire? Euh, je sais pas vraiment en fait. Mais je te repose la question. Je te repose Ouais, la question. Nous, on fera le montage depuis la question alors. ouais, ouais, d'accord. Allez, je renlève le mot pause et je repose la question. Eh ben écoute, merci Brice pour ces explications. C'est super intéressant tout ce que tu fais. Moi, je suis en train de me poser une question. Euh, Comment ça va se passer pour la collection de NFT? Est-ce qu'il va y avoir des choses qui vont être liées à ce NFT-là? Donc, je vais faire un don, je vais recevoir un NFT. Est-ce que c'est une carte de membre? Est-ce que c'est une image? C'est quelque chose d'autre? Et où c'est qu'on va pouvoir acheter ce NFT? Est-ce que c'est sur ta plateforme? Est-ce que c'est sur ton site ou est-ce que c'est sur une autre plateforme? Alors pour l'instant, ce sera sur une autre plateforme parce que j'ai choisi dans le but de ne pas user l'équipe De que j'ai déléguer? constituée, de déléguer un peu ça et de passer sur. Je fais juste une parenthèse, c'est juste que en fait, dans ma démarche pour l'instant, toute l'équipe est bénévole et Ah oui. j'ai choisi de passer par un générateur de NFT qui était assez simple, qui s'appelle Decir, decir.io, qui fournit des cartes de membres qui sont en mode NFT. Et donc, du coup, ce sera une carte, dans un premier temps, ce sera une carte d'adhésion qui sera logotée aux couleurs de l'école en fonction Ouais, génial. de la formation qu'on a choisie et qu'on peut faire. Ça permettra de faire une adhésion, donc ça tournera autour d'une valorisation à peu près de 50 euros. Et ce sera mis en place à partir du mois de septembre. Et dans un second temps, après, on lancera une collection originale qui sera certainement disponible sur OpenSea, je pense, qui sera logoté, toujours en restant dans l'image de Cocorico et puis de ce coq qui chante, peut-être un coq entouré de coussins qui Ah, va ça va donner être des joli. cours sur la blockchain ou quelque chose comme ça. On va faire une collection de NFT assez dédiée, mais qui va tourner autour de la formation et de l'image de Cocorico, qui seront collectionnables. Et ce sera, en fait, si tu veux, nous, on n'est pas vraiment sur l'idée de. Alors, j'ai toujours, comme je disais tout à l'heure, j'ai toujours un peu de soucis avec le terme de commercialiser et de vendre, parce que nous, on est dans une démarche qui est sans but commercial. Et, et la démarche est caritative, donc c'est plus dans un premier temps, ce sera des cartes de membres d'adhésion. Il y a des possibles donations qui pourront être faites par le grand public, mais ça, c'est un autre sujet, on en parlera plus tard. Mais pour l'instant, c'est de l'adhésion
la pure adhésion en fait, qui va donner droit aux apprenants à une réduction dans les écoles et à un abondement. En contrepartie, on va leur fournir un abondement de 10% minimum qui pourra aller jusqu'à 50% pour cofinancer leur formation. Ok, ok, ultra clair. Et actuellement, pour cette partie-là, est-ce qu'il y a des défis justement pour pouvoir contacter, alors à part la création de la boîte, la création des structures, on est toujours intéressé de savoir voilà, quels sont un petit peu les défis des entrepreneurs dans leur écosystème. Est-ce que toi, tu as pu analyser des défis sur ce que tu es en train de faire et à quoi, par exemple, tu pourrais être confronté dans le futur, notamment sur la technologie? Là, principalement, moi, ce qui m'inquiète, et c'est un petit peu pour ça qu'on a pris du retard aussi, et je salue Maître, Maître Touati, qui est un bon conseil avec qui j'échange régulièrement. J'ai vu que qu'il avait fait un podcast aussi sur son antenne, donc je lui passe le bonjour s'il nous regarde. Euh, la principale problématique à laquelle on va s'opposer, c'est d'avoir. Alors, moi, je me suis dit que c'était la meilleure des choses à faire, c'était de demander l'agrément de la AMF pour un token, Ouais. le token qu'on veut lancer, parce qu'on en parlait tout à l'heure, et il y a quand même une idée de lancer aussi un token qui nous permettra, qui sera aussi une solution de paiement chez nos partenaires, pour ceux qui l'accepteront. Et il y a quand même une démarche, comme tous les tokens, hein, de valeur, mais c'est plus dans le sens où, comment dire, la démarche, elle est assez simple. C'est que nous, on est plutôt dans quelque chose qui, c'est pas une ICO parce qu'on n'est pas une société, donc on n'apporte pas de valorisation. De valorisation, c'est plus un token qui va être fait. En gros, c'est un échange, un don contre don. Vous nous donnez des cryptos, vous aurez en récompense notre token. Et on est en train de travailler sur le sujet et rien n'est arrêté encore pour le moment. Mais oui, la problématique qu'on va rencontrer, c'est principalement avoir l'agrément de l'AMF, puisque ça, je pense qu'il faut l'avoir en France pour pouvoir lancer un token si on en a besoin, parce que c'est toujours à l'étude. Et après, ça va être le basculement vers MiCA et les éventuelles cotations si on veut faire coter notre token sur des Un bons échanges. exchange. Ok, Voilà. waouh, Ça, super. c'est un peu la problématique qui se pose la problématique que tout le monde rencontre quand il y a un lancement de token qui se fait. Mais nous, comme on a une démarche encore une fois, comme on a une démarche caritative, c'est plus de la donation. Donc, on n'est pas en prise de participation dans une société, on n'est pas en développement de projet, c'est plus du don contre don. Donc, il y a un flou artistique, en fait, qui est un peu indiscernable pour le moment. Ouais, je comprends, je comprends. Actuellement, vous êtes combien dans la société Cocorico? Alors, tu disais que c'était pas une société, c'était une organisation. Vous êtes combien? Donc, j'imagine qu'à toi, est-ce que vous êtes plusieurs? Est-ce que pour le moment, comment Alors, ça s'articule? pour l'instant, l'équipe elle est constituée d'une petite dizaine de membres qui sont cofondateurs. Donc, on a les trois principaux, mon frère Yann et moi, qui sommes les fondateurs de cette structure et qui sommes au conseil d'administration. Et ensuite, par le biais d'Alira, et du Discord d'Alira, moi j'ai pu passer un appel à candidature où j'ai eu à peu près une vingtaine de gens qui sont revenus vers moi et qui étaient intéressés par cette démarche-là. Et en gros, là, on est une douzaine, donc il y a, je crois, quatre techniciens, enfin, j'appelle techniciens codeurs, hein, Ouais. quatre consultants blockchain, on a un consultant défi, un chef de projet, et puis je crois que c'est tout. Ouais, on doit être 8 9 plus 3, ouais, c'est ça, on est une douzaine. Ouais, c'est énorme. C'est énorme pour une société qui commence comme ça, bravo. Et quelles sont vos prévisions sur je sais pas, les prochaines années, la première, parce qu'on sait que c'est le démarrage, donc quels sont tes objectifs sur la première année et potentiellement même sur 5 ans? Est-ce que tu as déjà une vision par rapport à ça? Alors, sur 5 ans, on n'est pas allé jusque-là pour le moment. Là,
je pense que tu parles d'objectifs financiers, peut-être, ou Voire même d'objectifs. de taille, de formation que vous aurez pu avoir, de sponsors que vous allez avoir, d'écoles en partenariat avec qui vous allez travailler. Enfin voilà, ils sont nombreux les objectifs. Effectivement, la partie financière, peut-être sur l'argent que vous allez pouvoir collecter et le nombre de financements qui va être financé grâce à Cocorico. Là, on est parti on espérait pouvoir faire sur l'exercice 2024-2025 à peu près entre 150 entre 100 et 200 formations qui seraient cofinancées. Donc c'est déjà un Wow. montant, c'est déjà quelque chose d'assez important. On a pris pas mal de retard sur le lancement, donc comme là il nous reste plus qu'un trimestre, bon, on va peut-être revoir nos objectifs à la baisse, mais on espère au moins cofinancer une centaine d'apprenants avant la fin 2025. Énorme. C'était le minimum qu'on s'est fixé comme objectif. Ça inclut aussi les démarches, le changement de statut pour de fonds à fondation. Donc, ça nous prend du temps et c'est un peu pour ça qu'on est un peu en retard. Et je m'excuse auprès du public s'il y a des gens qui sont dans l'attente. Mais l'idée, c'est aussi, on veut faire les choses bien et on veut faire les choses correctement. Donc, pour rebondir sur le sujet précédent, c'est un peu légalement et l'encadrement pour nous, comme on n'est pas une société, on dépend de l'agrément du ministère de la Culture Culture et le ministère de l'Intérieur pour le passage en fondation. Et bon, là, avec la valse du gouvernement, les problèmes politiques qu'il y a eu en France puis l'été qui vient se greffer au milieu, on a pris un peu de retard. Donc, nos objectifs sont un peu revus à la baisse, mais en gros, on tablait sur un objectif financier de lever à peu près 1,5 million d'euros pour le premier exercice 2024-2025, donc sur 2 ans. Donc, ça fait Wow. 750, on est sur 750 000 euros à peu près à l'année. Et l'objectif, c'est une évolution de, on va dire, 20-30% de ce montant de mécénat ou de subventions qu'on pourrait recevoir. 20-30% d'augmentation par an sur les 2-3 prochaines années. Wow. Après, les projets de développement, si je peux revenir là-dessus, c'est juste l'idée du token qu'on a, c'est de lancer quelque chose avec une petite supply pour pouvoir faire quelque chose qui reste quand même, qui s'adresse principalement pour l'instant, c'est une démarche franco-française et il n'y a quand même pas des millions et des millions de gens en France qui veulent se former à la blockchain, au Web3 ou à l'IA ou à l'IT en général. Et l'idée, c'est de pouvoir aussi lancer ce token. Ça va nous permettre, c'est ce qu'on disait en début de ce propos, c'est que ça nous permet d'avoir un financement hybride et le lancement du token, on le réfléchit et on le peaufine de façon à ce qu'il se passe bien et que ça nous apporte ce qu'on veut pour pouvoir avoir la latitude d'intervenir sur des enveloppes plus importantes sur les startups, de créer peut-être des services qu'on n'a pas aujourd'hui encore vus, mais une agence de placement ou une agence de consulting qui pourra aussi être une structure partenaire de Cocorico et qui aura peut-être un but commercial, mais qui appartiendra au fonds de dotation ou à la fondation. Donc, tous les bénéfices seront reversés à la fondation, on va dire. Et l'idée, c'est que, oui, on a ces objectifs-là. Dans un premier temps, sortir le token, puis après évoluer sur autre chose, une agence de placement, pardon. Et de toute façon, l'agence de placement, on ne pourra pas la mettre en place tant qu'on n'aura pas un nombre important de gens qu'on aura aidé à financer à cofinancer leur formation, parce que les formations prennent entre 2 et 4 mois je crois qu'il y a certains modules qui sont encore un peu courts. Donc, il y a des petits modules qui prennent, je crois, 2 mois et demi. Moi, c'est ce que j'ai fait chez Alira. Mais sinon, la formation dure à peu près 4 mois, je crois. 4 mois et demi, il me semble. Et du coup, ça prend quand même du temps. Donc, ça, c'est un projet pour l'agence de placement. C'est plus dans 1 an. Si tout se passe bien, dans 1 an ou 2, on mettra ça en place pour pouvoir justement avoir un vivier de talent qui soit assez fourni pour pouvoir répondre aux demandes des je comprends. mécènes et autres soutiens.
Ouais, je comprends bien. Et on voit aussi la stratégie que tu as sur du long terme, mais merci de la partager. Si jamais on est un potentiel partenaire de toi, futur, qui pourrait écouter, Oui. euh, quel autre partenaire tu pourrais chercher? Donc, tu nous parlais des écoles, parlais de la partie marketing, etc. Est-ce que tu as d'autres partenaires qui pourraient être stratégiques pour Cocorico ou des partenaires actuels qui sont déjà stratégiques pour toi pour justement continuer à faire grandir ton écosystème? Bah, pour l'instant, comme je le disais tout à l'heure, on est sur la finalisation du lancement. Alors, oui, on a des discussions avec pas mal de gens qui sont intéressés par notre démarche et qui souhaitent intervenir. Euh, Là, on a eu la chance, et je remercie Romain Bayeul d'ailleurs, qui m'a amené vers toi, qui est assez connu dans le milieu crypto et blockchain français, qui est le patron un des cofondateurs de la mine. Par exemple, qui va aussi nous rejoindre pour nous soutenir dans le développement marketing. Trop Euh, bien. on a des discussions avec d'autres, mais pour l'instant, en fait, c'est un petit peu aussi la différence qu'on peut faire entre le marché, par exemple, le marché français et le marché business français et le marché un peu anglo-saxon. Anglo-saxon, c'est que il y a beaucoup de gens qui attendent de voir ce que nous on fait pour pouvoir dire bon bah oui on y va, ou il y en a d'autres qui nous disent bah oui banco on y va tout de suite. Et on voit il y a deux écoles quand même dans la démarche, même si nous encore une fois on est là dans une démarche caritative et philanthropique. Donc ça implique aussi comment dire, une implication de la personne ou de l'entreprise qui va venir devenir partenaire, parce que on n'est pas rémunérateur à la base, on n'a pas une démarche qui est rémunératrice. Bien sûr, après, toute peine mérite salaire, mais là, pour l'instant, on est plus dans un mode de bénévole ou Ouais, d'un je échange comprends. de visibilité. Donc, c'est vrai que on a des discussions avec pas mal de gens, que ce soit au niveau des blogs ou au niveau de choses qui sont déjà bien implantées, qui ont un fort taux d'écoute et qui pourraient nous soutenir et nous appuyer dans la démarche. Mais pour l'instant, il n'y a rien de vraiment engagé. On a des démarches avec des institutionnels aussi qui sont un peu plus complexes, mais on attend beaucoup de ce passage en fondation de reconnue d'utilité publique parce que, si tu veux, c'est une validation de notre démarche reconnue par le gouvernement. Par Et l'État, ouais, bah, ouais, c'est clair. ça nous donnera. Alors, non, je ne vais pas employer ce terme-là parce que ça ne correspond pas trop, mais ça va nous donner un label qui, en France, il y a à peu près 6500, je crois. Alors, je ne sais pas les derniers chiffres, mais entre les fondations et les fonds de dotation et toutes les structures principales, grosses structures caritatives, je crois qu'il y en a à peu près 6500. Et il y en a à peine Ah oui. 10% qui sont reconnus d'utilité publique. Donc, c'est une démarche qui est réservée à un élite. Alors, je parle sous réserve parce que je n'ai pas les chiffres de 2023-2024. Mais dans les derniers chiffres que j'ai pu consulter, il me semble qu'on était à moins de 700 fonds de Ouais, dotation donc à ça ce montre titre. la C'est quelque rareté de chose ce que tu veux mettre en qui. place. Ouais, voilà, c'est assez difficile. C'est un statut qui est un peu compliqué. Et c'est une démarche qui est un petit peu lourde dans le sens où elle demande des agréments. Enfin, c'est comme la démarche de créer un fonds de dotation. C'est Bah une oui. structure un peu plus importante qu'une association, mais qui n'est pas une fondation et qui demande aussi, qui est un peu complexe dans le mode de création. Et quel est le meilleur moyen pour te contacter? Donc, si je suis un élève, si je suis un donateur, si je suis une école et j'ai potentiellement besoin de tes services pour proposer un système de financement ou de paiement complémentaire, quel est le meilleur moyen de te contacter ou de contacter Cocorico? C'est quoi? C'est le site internet? C'est Euh, LinkedIn? oui, par le biais du site internet, on aura des onglets qui nous permettront qui permettront aux apprenants de nous contacter par mail et par message. Donc, moi, je suis hyper présent sur les réseaux sociaux, des fois peut-être un peu trop. LinkedIn, oui, on a une page donc on peut nous contacter. Et, là, il y a aucun problème. Par le site internet, il y a toutes nos adresses de contact aussi, par Twitter, enfin X maintenant, pardon, Ouais. euh, et tous les supports de RS sur lesquels on est présent.
moi, je mets un point d'honneur à répondre à mes messages dans la journée. Donc, en général, il y a une réponse qui se fait, un retour Très qui se fait actif. rapidement. Ouais. Oui, un peu trop peut-être Ok, des fois, mais oui, les meilleurs. De toute façon, sur le site internet, il y aura tous les modes de contact pour nous parfait, contacter et toutes parfait. les annonces. Et dans tous les cas, on mettra en description tous les liens pour aller directement sur le site internet. Le site internet, pour que les personnes nous regardent sur YouTube, il est en bas, il défile. Oui, Sinon, vous allez voir le lien dans la description. C'est super facile dans tous les cas, c'est cocorico.org. Et pour les personnes qui nous suivent sur le podcast, qui n'ont pas le format vidéo, pareil, les liens dans la description. LinkedIn de Brice et le lien vers le site internet sont disponibles en bas. N'hésitez pas à cliquer, à les voir et contactez-le. Moi, j'ai une autre question, Brice. Qu'est-ce que tu penses, c'est une question beaucoup plus globale, mais qu'est-ce que tu penses de l'état actuel du Web3, toi qui le connais maintenant depuis un petit moment? Est-ce que tu trouves qu'il progresse comme il faut? Est-ce que tu trouves que justement il y a encore des choses à faire? J'imagine que oui. Et une autre question dans la question, de quel œil tu vois les géants qui arrivent dans l'écosystème Web3, notamment des BlackRock, etc. Est-ce que tu vois ça d'un bon œil et quel est ton avis par rapport à ça? alors, je vais répondre au dernier point de ta question par l'affirmative. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Ça prouve que l'adoption et l'acceptation de la blockchain et on va le dire, de la crypto se fait de plus en plus. Et le fait qu'un géant comme BlackRock donne de la visibilité et du champ aux ETF par le biais des ETF, Ethereum et Bitcoin dans un premier temps, et puis il y en a d'autres qui vont certainement venir. Hein. Je crois que le Brésil vient, le Venezuela, pardon. Euh, enfin, je n'ai plus le nom du pays en tête, mais il y a un pays qui est en cours ou qui a déjà accepté un ETF sur Solana. Donc ça veut dire qu'à travers le monde, Ah ouais, il y a beaucoup de gens qui sont en train de se, de s'intéresser au sujet et que ça prend de l'importance et ça rentre dans le quotidien de milliers de gens, de millions de gens, je pense, à travers le monde entier, parce que on voit les chiffres quand on voit les chiffres des ETF de BlackRock, ne serait-ce que pour le Bitcoin et l'Ethereum, c'est qu'il y a quand même soit de très gros investisseurs, de grosses baleines, des whales, comme on dit dans le milieu, qui ouais. s'intéressent au sujet, soit ça commence à toucher des millions de gens, enfin, plus aux États-Unis peut-être qu'en France. Mais non, je pense que c'est un bon moyen de faire accepter ça, de faire accepter le sujet et la technologie par le plus grand nombre de gens. Le fait que des grosses entités comme ça s'y intéressent montre qu'il y a quand même une sécurité et que c'est quelque chose de réfléchi, quoi. Parce que bon, si c'est dans la finance, on dit toujours si c'est pour faire s'intéresser Madame Michu à un produit financier, c'est la plus grosse des démarches. Si des institutionnels comme BlackRock se permettent et font cette démarche-là, c'est que quelque part ils ont réfléchi Ouais. et qu'il y a quelque chose, ils voient le potentiel de développement qu'il y a derrière. Et Ils ont plus d'infos que nous, ça c'est sûr. le potentiel de gain, certainement, ils ont une meilleure vision que nous là-dessus. Je ne suis pas assez qualifié, on va dire, pour remettre leur parole et leur démarche en, en question. Je Euh, comprends. Ok. Et tu voulais rajouter quelque chose peut-être? non, en fait, il y avait plusieurs points dans ta question. Je me suis un peu étendu sur le sujet des institutionnels. J'ai répondu par la fin. Et si tu peux me rappeler juste les deux autres points. La première question, c'est comment tu vois l'évolution du Web3? Est-ce que tu trouves qu'il progresse à la vitesse que tu te serais imaginé quand tu as intégré l'écosystème il y a une dizaine d'années? En fait, moi, je trouve qu'il quotidiennement, il progresse. Bon, là, c'est vrai que Ok. après, c'est peut-être nous en France qui avons cette vision-là. Là, c'est vrai que du 14 juillet au 15 août, il se passe pas grand-chose. En plus, il y avait les Jeux Olympiques, donc les gens étaient un peu occupés par autre chose. Mais quand on reste actif sur les réseaux et puis qu'on reste en veille sur l'écosystème, il y a tous les jours une nouvelle, il y a tous les jours quelque chose qui se passe. Bon, peut-être pas des inventions ou des nouvelles. Il y a peut-être pas de nouvelles applications qui sont quotidiennes, mais
il se passe pas une semaine sans qu'il se passe quelque chose dans le milieu de la blockchain, et c'est bien parce que ça montre qu'il y a une effervescence et qu'il y a un intérêt qui est de plus en plus important à travers le monde entier, quoi. Donc c'est une technologie qui est sans frontières et qui permet de toucher tout le monde et de toucher tout le monde à une vitesse grand V, quoi. Je comprends. Enfin, Je comprends. moi, mon analyse de la chose, c'est que c'est un petit peu comme on l'a vécu dans les années 2000, quand les réseaux sociaux sont arrivés. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont mises en place. On a vu une évolution du web 2 fulgurante. Et là, aujourd'hui, on en est qu'aux prémices, je pense. Et en plus, secondé par l'IA, il n'y a pas de raison que ça n'avance pas. Ouais, c'est clair. Peut-être que comme certains le disent de l'autre côté de l'Atlantique, il faut quand même encadrer et mettre des limites, poser des limites. Moi, je sais pas. Pour l'instant, ce que je vois de l'IA me satisfait et m'aide au quotidien. Donc, oui. Après, peut-être que ça peut aller trop loin si on prend pas Il n'y garde a pas de règle. à ce qu'on fait, ou si on laisse faire tout à n'importe qui, peut-être. Mais encore une fois, moi, j'ai pas la prétention de remettre en question les décisions ou les stratégies d'institutionnels ou de gens qui sont beaucoup plus à même Ouais. de savoir ce qu'ils font, de pouvoir parler du sujet que moi. Moi, là, pour l'instant, moi, j'essaye d'apporter ma petite pierre à l'édifice au niveau du marché français, de l'écosystème français, et de dire que l'idée, c'est de soutenir justement l'acquisition de compétences par le biais de formation pour pouvoir participer à cette effervescence et au développement de demain, en fait. Ah non, mais tu as raison. Et pendant que tu parles de formation, je vais sur le sujet justement de la formation. Qu'est-ce que toi, tu penses du secteur de la formation? Parce que on dit souvent qu'il faut apprendre, monter en compétences, justement se former pour aller dans des écosystèmes, pas n'importe comment. Il y en a beaucoup de gens qui pensent que se former avec YouTube, c'est suffisant. Il vaut mieux se former avec des écoles et avec des gens qui sont professionnels. Qu'est-ce que toi, tu penses justement, et qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui arrivent dans le Web3 et qui se disent que ils n'ont pas forcément besoin de se former parce qu'ils connaissent tout, qu'ils ont déjà vu des vidéos sur YouTube? Est-ce que tu peux nous donner ton avis par rapport à ça et par rapport à l'importance de la formation? Alors, on va dire, je vais répondre par le dernier point encore une fois. Oui, s'intéresser au sujet et pourquoi pas développer ses compétences grâce à YouTube, c'est une chose, mais ça fait pas tout. Après, on peut tomber sur de très bons sujets, sur de très bons acteurs de YouTube. Je pense à notamment Ben Beka, qui a été un de mes profs pendant mon module chez Alira, et avec qui j'échange régulièrement et que j'ai découvert sur YouTube. Et c'est d'ailleurs grâce à lui que je suis allé vers Alira, parce que c'est grâce à un de ses liens que j'ai découvert cette école. Je pense que c'est complémentaire. Ça permet d'étoffer ses compétences et sa connaissance. Mais alors peut-être que c'est pas à moi de le dire, mais je pense que pour une fois, on n'est pas à la traîne. Moi, j'ai regardé les compétences qu'offraient les partenaires qu'on a signés, et ne serait-ce que par le biais d'Alira, où j'ai été. Alors maintenant, nous, on est partenaire avec Blockchain Business School, Acadie et RubyChain. Mais je pense que pour l'instant, je crois que c'est les 4 plus influents qui est sur le marché, sur l'écosystème français. Et je pense que leurs formations sont très qualitatives et elles se complètent, en fait. De ce que j'ai pu voir, dans les analyses que j'ai faites. Bon, moi, je m'intéresse pas trop à la partie coding et compagnie, parce que pour le coup, tout à l'heure, tu parlais de l'équipe. Mon frère est plutôt axé sur le côté artiste, et le côté technique et coding du sujet. Moi, je suis plus sur le conseil, l'administratif et le consulting, donc faire un peu un binôme. C'est pour ça qu'il m'accompagne dans l'aventure. Et l'idée, de ce que je vois des formations qui sont dispensées et proposées par les partenaires qu'on a déjà signés, c'est qu'elles sont hyper complètes
dans leur démarche et qu'elles se complémentent en fait. Moi, j'ai parlé, je prends exemple l'échange que j'ai eu avec le patron d'Acadie. Il me disait que lui préférait c'est quelque chose pour des gens qui ont déjà une expérience assez poussée dans le coding et dans la démarche de technique et que leurs formations ne sont pas ouvertes à tous parce que justement c'est de l'ajout de compétences sur de la compétence qu'on a déjà, de la compétence technique qu'on a déjà. Et après, je ne peux pas positionner les unes en rival des autres parce que je pense encore une fois qu'elles sont hyper complémentaires et qu'elles ont justement. Peut-être que dans les cursus de formation, c'est pour ça que je parle de parcours de formation moi, quand je parle d'une démarche, parce que on peut passer de consultant blockchain à expert marketing Web3, et ça permet aussi d'avoir une visibilité qui est complète de l'écosystème et de passer sur beaucoup de sujets qui me semblent importants et complémentaires. Donc, je pense qu'en France, on est pas mal formé. Ouais. Je m'excuse. J'ai pas vraiment vu ce qui se passait outre-Atlantique, par exemple, pour les citer, puisque les Américains sont hyper présents sur le marché. Mais quand on parle de formation, d'institut de formation ou autre chose, j'ai pas. Alors, c'est peut-être moi qui ai fait l'erreur de ne pas faire la recherche ou de ne pas être trop présent sur ce regard, d'affiner mon regard sur cette démarche-là, mais j'ai l'impression qu'aux États-Unis, je ne vois pas pour les prendre eux comme exemple, je n'ai pas encore vu quelle école se posait à de la formation hyper dédiée comme ça. Il doit y en avoir certainement, hein, mais je pense que c'est plus confidentiel peut-être. Ouais, ils sont moins développés, je pense. Là, enfin, c'est une question ouverte, hein, enfin, c'est une réponse ouverte à la limite. Je n'ai pas, comme ça, là, en me posant la question, j'ai pas tout de suite une réponse à te donner si tu me demandais de citer un institut de formation américain qui soit dédié à la blockchain, comme nous, on a des écoles, on a 4 écoles qui sont dédiées à la technique, au marketing et au consulting. Bon, bah après, ça reste peut-être que moi, c'est parce que je suis concentré sur la France, donc dans ma démarche, c'est comme le nom l'indique d'ailleurs, ça reste quelque chose de, encore une fois franco-française, mais j'ai pas en tête là comme ça un institut de formation qui me vient hors de France en fait. Donc je pense qu'on est peut-être pour une fois on se tient on n'attend pas que le train passe. Bah, c'est vrai que pour l'écosystème Web3, on essaye de. Enfin, c'est pas qu'on essaye, c'est que tout le monde dit qu'on est quand même en avance. Ça, c'est vraiment intéressant, que ce soit sur la partie légale, sur la partie formation. On est quand même les seuls à avoir une législation en France, ce qui n'est pas le cas de quasiment la plupart des pays du monde. On est les seuls à avoir une législation qui va commencer à arriver en Europe, calculée sur justement la législation française. Les formations, c'est la même chose. On a des incubateurs qui sont 100% dédiés au Web3, ce qui n'est vraiment pas le cas non plus aux États-Unis. Donc là-dessus, on est en avance. J'espère qu'on va rester le plus longtemps possible. Ça va dépendre des organismes, notamment comme l'AMF, qui freinent énormément de choses, des législations qui bloquent énormément de choses, des formateurs qui vont pouvoir continuer à se développer, à former des gens avant tout le monde pour avoir des entreprises qui soient de plus en plus performantes. Donc, ouais, tu as 100% raison par rapport à ça, Brice. On arrive gentiment à la fin du podcast. Et on laisse toujours le mot de la fin à notre invité. Donc, le mot de la fin, ça peut être un sujet qu'on n'a pas traité, que tu aimerais traiter. Ça peut être tout simplement un mantra, un dicton, une expérience que tu as eue il n'y a pas très longtemps et que tu veux nous partager. Voilà, tu as carte blanche pour ça. Ça peut prendre 5 minutes, 10 minutes, 30 secondes. C'est toi qui décides et on t'écoute avec attention. Bah écoute, déjà je voudrais encore te remercier et puis par cet intermédiaire-là, en profiter pour remercier Romain Bayeul et puis tous les gens qui constituent mon équipe et qui se sont intéressés au sujet comme toi tu l'as fait et qui ont répondu présent pour me contacter. Non, bah je vais revenir sur ce qu'on a déjà dit tout à l'heure en fait. Je pense que
Oui, c'est un domaine et c'est un écosystème qui est en pleine évolution et en évolution permanente et qu'il ne faut pas hésiter à aller vers les instituts de formation, à s'intéresser au sujet euh, parce que c'est quelque chose qui va venir vite, et qui évolue vite et qui va être essentiel et incontournable demain. Donc, il faut ne pas hésiter à se former. Et nous, la démarche qu'on a avec le fonds Cocorico, peut-être avec la fondation, si c'est reconnu d'utilité publique, notre stratégie va évoluer et se démarquer encore peut-être plus parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la reconnaissance d'utilité publique va nous apporter, allez, peut-être, je vais employer le terme que j'aime pas vraiment, mais un blanc-seing et une reconnaissance effectivement d'utilité publique dans notre démarche, nous apporter des facilités à nous financer par le biais de la philanthropie, du mécénat d'entreprise, et ça va nous donner la possibilité de financer des choses, peut-être un nombre supérieur d'apprenants, chose qu'on n'a pas, pour l'instant on se limite parce qu'on se dit que c'est dans le champ du possible avec nos petits moyens. Ça va, l'évolution vers ce statut de fondation va nous permettre de faire évoluer notre image. Et en plus, notre volonté, c'est vraiment de former les gens et puis de contribuer, non, pas de former parce qu'on n'est pas un institut de formation, mais de contribuer à l'évolution des compétences et surtout de dire que on a une démarche un peu originale et voilà, on veut aussi aider les startups à financer le premier euro pour des idées de projet, parce qu'on sait tous, avec chacun son expérience, mais on sait très bien que quand on n'a pas les moyens de développer un projet, euh, le premier euro est toujours le plus difficile à avoir. Et une fois qu'on a peut-être ce ticket entre 15 et 50 000 euros pour mettre en marche ne serait-ce qu'une maquette de son projet, on peut déjà aller vers une démarche d'autres investisseurs et chercher d'autres gens. Donc, on veut vraiment intervenir comme pour la formation, en fait, intervenir d'une façon où on va aider en amont les gens à se former, à développer de la R&D pour des projets qui sont en incubation, qui sont vraiment early et qui n'ont pas vraiment trouvé leur premier tour de table. On va aussi le faire dans un second temps et on espère qu'on va avoir ce statut qui va être validé et puis pouvoir évoluer, et ce Il qui n'y a nous pas de permettra raison. de lancer notre token et une collection de NFT sympa, un peu fun, et puis voilà. Trop bien. Dans Trop l'essentiel, bien, il n'y c'est a pas de raison. Bon, en tout cas, c'est tout le minimum qu'on te souhaite. Force à toi et à Cocorico pour la suite. Merci vraiment pour toute la valeur que tu as apportée pendant le podcast. Très, très intéressant. Beaucoup d'informations. Et force à toi pour la suite. Et je suis très impatient de refaire un podcast avec toi dans 6 mois, dans un an, justement, pour voir l'évolution de Cocorico entre le lancement, parce que là, on fait le podcast juste avant le lancement, et de faire un petit peu oui. un point ensemble dans un an, voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Eh ben écoute, ce sera avec grand plaisir Merci que je Brice. reviendrai. Merci de m'avoir accueilli encore et puis à très bientôt. À très bientôt. Merci. Merci.